Quel est le véritable prix d'une décision désastreuse? Imaginez le plus beau jour de votre vie, une robe de haute couture, des centaines d'invités prestigieux issus de la haute société et la promesse d'un avenir scintillant qui s'offre à vous. Maintenant imaginez cet univers entier s'effondrer en un instant, à cause d'une tromperie choquante. Cette histoire n'est pas un conte de fées, c'est le reflet cruel de la réalité, où l'amour subit l'épreuve ultime, et le coup de l'échec est insupportable. Êtes-vous prêt à découvrir l'amère vérité qui se cache derrière un mariage de rêve? Accrochez-vous, car la tournure finale de ce récit vous poussera à remettre en question toutes vos certitudes sur la loyauté, la cupidité et le cœur humain. Chloé Dubois avait toujours su précisément ce qu'elle voulait de la vie. Fille unique de Jean-Pierre et Martine Dubois, propriétaire d'une célèbre boutique de mode dans le quartier du Marais à Paris, elle avait grandi au milieu du luxe et des apparences. Son existence était rythmée par les défilés de la Fashion Week, les dîners dans les palaces et les diplômes des meilleures écoles de commerce. Ses parents ne désiraient qu'une chose pour elle, un mari à la hauteur qui sécuriserait son avenir. Et Alexandre de Courcy semblait être cet homme. Il était brillant, incroyablement séduisant et issu d'une très grande famille fortunée. Il avait conquis Chloé avec des cadeaux extravagants et la promesse d'un futur digne d'une couverture de magazine de mode. Leur mariage devait être l'événement mondain de l'année, une union spectaculaire entre deux familles puissantes. Du moins, c'est ce que Chloé et tout le monde croyaient. Le poids des cristaux brodés sur sa robe de mariée pesait sur les épaules de Chloé comme une armure. L'air du grand salon de l'hôtel, le Bristol, saturé d'un mélange de pivoine, de lys et de parfums de niche, lui donnait une légère nausée. Assise sur l'estrade décorée de milliers d'orchidées blanches, son cœur battait si fort qu'elle était persuadée que chaque invité pouvait l'entendre. 20 minutes de retard, et toujours aucune trace d'Alexandre ou de sa famille. Les invités, une mer de soie et de bijoux étincelants, commençaient à murmurer. Les regards de pitié la transperçaient comme des poignards. Ses amies, nerveuses, réajustaient leur maquillage. Sa mère, Martine, serrait son sac à main de marque, le visage blême d'inquiétude. Elle chuchota à l'oreille de sa fille. « Chloé, mais où peut-il être? C'est une humiliation totale. » Chloé tenta de sourire, mais à l'intérieur, une peur froide et écœurante commençait à s'installer. Ce jour devait être celui de son triomphe absolu, mais il se transformait en spectacle public. Son père, Jean-Pierre Dubois, arpentait nerveusement l'espace réservé aux hommes. Sa mâchoire était crispée et il consultait sa Rolex pour la 10e fois. Il y avait bien plus que de l'argent en jeu dans ce mariage. C'était sa réputation, son statut social, tout son avenir qui se jouait aujourd'hui. Toutes les personnes qui comptaient étaient là, partenaires commerciaux, investisseurs, et même ses parents éloignés qui ne se montraient que pour les grandes occasions. Et ils étaient tous témoins de cette attente douloureuse et honteuse. Chloé sentait leur regard sur elle. Elle savait que derrière le masque de l'inquiétude polie se cachait une curiosité malsaine et même une pointe de satisfaction. Elle avait l'impression d'être une actrice seule sur scène, observée par une foule qui analysait chacun de ses souffles anxieux et le moindre tremblement de ses doigts. Le bustier serré de sa robe lui cisaillait les côtes, rendant chaque inspiration difficile. Où es-tu, Alexandre? Que s'est-il passé? Une liste de scénarios catastrophes tournait dans sa tête. Un accident de voiture sur le périphérique, une urgence médicale soudaine. Mais la pensée la plus terrifiante, celle qu'elle repoussait sans cesse, était la plus simple et la plus cruelle. Il avait changé d'avis. La tension dans la salle était devenue suffocante lorsqu'un bruit de moteur pétaradant a retenti depuis l'entrée principale. Dans le silence stupéfait des invités, une vieille Citroën 2CV délavée et couverte de rouille s'est arrêtée devant le Porsche luxueux, habituellement réservé aux Rolls-Royce et aux Bentley. Le moteur a toussé une dernière fois avant de s'éteindre, laissant derrière lui un nuage de fumée bleue et huileuse. Un hoquet collectif a parcouru l'assemblée. Pendant un instant, le silence fut total,
uniquement brisé par le déclic frénétique de l'appareil d'un photographe capturant cette scène surréaliste. La portière du conducteur s'est ouverte dans un grincement et Alexandre est sorti, mais ce n'était pas l'Alexandre que Chloé connaissait. Il portait un simple pull en laine et un pantalon de toile usé, une tenue indigne du statut du marié. Dans sa main, il tenait un petit bouquet de 3 fleurs des champs fanés, comme cueillies sur le bord d'une route. Chloé était figée, son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux voyaient. Ça devait être une blague, une farce de mauvais goût, une sorte de mise en scène tordue et préméditée. De l'autre côté de la voiture déglinguée, un homme en simple bleu de travail et une femme vêtue d'une robe modeste sont sortis. Ils clignaient des yeux, éblouis par les lumières. Ils regardaient autour d'eux les décorations somptueuses et les invités endimanchés, avec de grands yeux effrayés, comme s'ils avaient atterri par erreur sur un plateau de cinéma. Une des amies de Chloé a chuchoté assez fort, cherchant peut-être une explication logique. C'est sûrement une sorte de happening artistique bizarre. Un frémissement d'agitation a parcouru les invités, mais Alexandre ne semblait pas se soucier des dizaines de regards ébahis fixés sur lui. Il a marché droit vers Chloé, le visage grave, le pas assuré. Il s'est arrêté devant elle et lui a tendu le petit bouquet pathétique. Il a dit d'une voix calme, comme s'il était simplement en retard pour un café. « Désolé pour le retard, Chloé, il y avait beaucoup de circulation. » Chloé l'a regardé, puis a regardé les fleurs fanées, puis ses vêtements modestes, le monde parfait, stable et magnifique qu'elle avait si soigneusement construit, était en train de se fissurer sous ses yeux. Elle sentit une vague de honte lui monter à la gorge, lui brûlant les joues. D'une voix qui n'était qu'un murmure, Chloé a demandé, essayant de maîtriser le tremblement de sa colère. « Alexandre, c'est quoi cette comédie? Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» Elle a frappé sa main en voyant les fleurs des champs s'éparpiller sur le sol en marbre. « C'est une sorte de mauvaise blague? Où est ta voiture de luxe? Où sont tes parents ?» Sa voix était un sifflement désespéré et aigu. Il a répondu calmement, et ce calme n'a fait qu'attiser la fureur de Chloé. « Calme-toi, Chloé, ce n'est pas une blague, c'est moi, le vrai moi, et voici mes parents. » Il a fait un geste vers le couple stupéfait qui se tenait près de la voiture rouillée. « Je n'ai pas de société, je suis mécanicien dans un garage à Montreuil, et ça, c'est ma voiture. Je ne pouvais juste pas te dire la vérité avant. J'avais peur que tu ne m'aimes pas pour moi. » Chaque mot était comme un coup physique. Mécanicien, un garage de banlieue. Une voiture en piteux état, des parents modestement vêtus, tout son avenir, le penthouse avec vue sur la Seine, les étés à Saint-Tropez, la vie de luxe, tout s'évaporait dans cet instant horrible. La réalité venait de la percuter comme un train de marchandises. Un masque hideux d'incrédulité totale s'est peint sur le visage parfait de Chloé. Elle a crié, chaque once de son image calme et posée ayant disparu. « Menteur, tu m'as menti pendant tout ce temps ?» L'image soigneusement construite de la mariée idéale s'est brisée en 1 million de morceaux. Tu as décidé de m'humilier, devant toutes mes amies, devant mes parents, le jour le plus important de ma vie. Des larmes chaudes de rage et de honte ont coulé sur son visage, traçant des sillons noirs dans son maquillage impeccable. Alexandre a essayé de tendre la main vers elle en disant « Chloé, écoute, l'argent ne fait pas tout. » Mais elle a reculé, comme si elle avait touché du poison. « Pas tout, tu plaisantes, tu as menti sur toute ta vie, tu m'as fait croire que nous avions un avenir et tout était faux, tu pensais vraiment que j'allais épouser un pauvre mécanicien, tu ne me connais pas du tout. » Elle l'a poussé violemment, le faisant chanceler. Les invités étaient figés sur place, un public silencieux, assistant à un drame plus choquant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Du coin de l'œil, Chloé a vu sa meilleure amie lever son iPhone, le petit point rouge indiquant qu'elle enregistrait. Dans une voix brisée par l'hystérie, Chloé a hurlé de toutes ses forces. « C'est fini, il n'y aura pas de mariage. » Les mots ont résonné dans la salle opulente, tranchants et définitifs. Sans un regard en arrière, elle s'est retournée et s'est mise à courir, s'emmêlant dans sa robe coûteuse, fuyant Alexandre, fuyant la foule, fuyant les décombres fumants de sa vie.
Elle ne savait pas où elle allait. Elle courait, c'est tout. Elle pouvait entendre le cri paniqué de sa mère. « Chloé, attends !» Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La soie immaculée de sa robe traînait sur le sol sale du couloir de service. Le personnel la regardait avec stupeur, le spectacle d'une mariée en fuite, sanglotant de manière incontrôlable. Elle s'en fichait. L'humiliation était une douleur physique, si intense qu'elle pensait qu'elle pourrait littéralement en mourir. Son univers s'était réduit au battement frénétique de son propre cœur et au son brisé de ses sanglots. Son conte de fées parfait s'était terminé avant même d'avoir commencé, se transformant en son pire cauchemar. Elle a couru jusqu'à ce que ses poumons la brûlent et que ses jambes cèdent, s'effondrant finalement dans une salle vide, son corps secoué par une agonie silencieuse et insupportable. Pendant ce temps, dans le salon, le deuxième acte de la tragédie se déroulait. Jean-Pierre, le visage blanc comme un linge, s'est approché d'Alexandre. Il a grogné, les poings serrés. « Salaud, qu'est-ce que tu as fait ?» Alexandre l'a regardé droit dans les yeux, le visage impassible. « Je n'ai fait que montrer la vérité à votre fille. » Il a plongé la main dans la poche de son pantalon et en a sorti une épaisse enveloppe de banque. Il l'a tendue à Jean-Pierre. « Ceci devrait couvrir tous les frais d'aujourd'hui, avec les intérêts. Mon intention n'a jamais été de vous escroquer. » Jean-Pierre a regardé l'enveloppe avec un dégoût total et l'a repoussée d'un revers de main. Des billets de banque ont volé sur le tapis coûteux comme des feuilles mortes. Il a hurlé. « Dehors, je ne veux plus jamais revoir votre visage, espèce de bonne à rien. » Alexandre n'a pas dit un mot. Il s'est simplement retourné vers ses parents, les a aidés à monter dans la voiture rouillée, et avec une autre toux du moteur, il est parti, laissant derrière lui une traînée de honte, de confusion et de rêves brisés. 3 mois se sont écoulés, 3 mois qui ont semblé durer un siècle et qui ont complètement dévasté la famille Dubois. Le lendemain même du mariage désastreux, Jean-Pierre Dubois a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Le côté droit de son corps était paralysé. Son monde et celui de sa famille s'étaient effondrés du jour au lendemain. Le patriarche fort et dynamique était maintenant réduit à un homme impuissant, confiné dans un lit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Martine, qui avait abandonné son travail, passait chaque instant d'éveil à ses côtés, sa vie devenant un brouillard de couloirs d'hôpital sentant le désinfectant et le désespoir. Leur boutique, Dubois Couture, leur fierté et leur joie a été laissée à l'abandon, les affaires périclitées. Une gérante embauchée à la hâte s'est avérée être une voleuse, disparaissant avec une semaine entière de recettes et laissant une note cruelle disant qu'elle n'avait aucune intention de couler avec le navire. Les fondations de leur vie parfaite s'étaient désintégrées et ils étaient en chute libre sans filet de sécurité. Le château de cartes s'était écroulé. Chloé terminait son dernier semestre à l'université, mais sa vie y était devenue un enfer. La vidéo de son effondrement public s'était répandue comme une traînée de poudre sur les groupes WhatsApp de l'école et sur Instagram. Elle était devenue un mème, la risée du campus. Les gens l'appelaient « la mariée en fuite du Bristol ». Des personnes qu'elle connaissait depuis des années l'évitaient maintenant dans les couloirs, chuchotant dans son dos, la qualifiant de fille cupide qui s'était fait avoir. Ses amies les plus proches, celles avec qui elle fréquentait les cafés branchés et les soirées privées, avaient soudainement cessé de répondre à ses appels. Son monde glamour et insouciant n'avait plus de place pour elle, car elle portait en permanence le nuage de la tristesse et l'odeur de la tragédie de sa famille. Chloé s'est retirée dans une coquille de chagrin. Elle a blâmé Alexandre pour sa tromperie cruelle. Elle a blâmé ses parents de lui avoir appris à valoriser la richesse par-dessus tout. Elle a blâmé le monde pour son injustice, mais au fond de son cœur, dans les heures silencieuses et solitaires de la nuit, elle savait qui était la vraie coupable. Ses propres mots hurlés « c'est fini » résonnaient maintenant dans son esprit comme une malédiction qui avait détruit non seulement son avenir, mais aussi la santé de son père. Un soir, Martine est entrée dans la chambre de Chloé sans frapper. Elle avait l'air épuisée, son visage marqué par des rides d'inquiétude qui n'étaient pas là quelques mois auparavant. Chloé était allongée sur son lit, faisant défiler son téléphone d'un air absent, regardant les autres vivre la vie qu'elle avait perdue. Sa mère a dit
d'une voix qui manquait de sa chaleur habituelle. « Chloé, il faut qu'on parle. » Chloé a répondu d'un ton las, sans lever les yeux. « Si c'est pour me blâmer à nouveau pour l'AVC de papa, tu peux t'épargner ta salive. » Martine a dit d'une voix ferme, presque froide. « Je ne suis pas venue te blâmer, je suis venue te dire la vérité. Il n'y a plus d'argent. Chaque centime part dans les factures médicales et la rééducation de ton père. La boutique est au bord de la faillite. Le personnel s'en va. À partir de demain, tu commences à travailler au magasin. » Chloé s'est redressée brusquement. « Quoi? Moi? Comme vendeuse? Maman, tu es sérieuse? Je suis une styliste, je viens d'être diplômée. » L'idée était si surréaliste et si humiliante qu'un nœud s'est formé dans son estomac, un mélange de panique et de rage. Martine l'a coupé, sans pitié dans les yeux, mais avec une détermination lasse et dure. « Ton diplôme universitaire ne paiera pas le loyer dans le Marais, Chloé. Tu as passé toute ta vie dans un monde de rêves que ton père et moi avons construit pour toi. Ce monde n'existe plus. Bienvenue dans la réalité. Je t'attends à la boutique à 9h demain matin. Ce n'est pas une discussion. » Sa mère s'est retournée et a quitté la pièce, laissant Chloé dans un silence plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Une vendeuse, dans la boutique de robes et de tailleurs de sa mère. Elle, Chloé Dubois, allait maintenant devoir chercher des vêtements pour des clientes difficiles et se forcer à sourire. Des larmes d'humiliation et d'impuissance ont commencé à lui brûler les yeux. C'était la fin de tout. Son avenir brillant et fabuleux, qu'elle avait toujours pris pour acquis, avait été réduit en cendres. Sa chute de sa tour d'ivoire de privilège était vertigineuse et brutale, et il n'y avait personne pour amortir le choc. La princesse était sur le point de devenir une roturière dans son royaume en ruine. Le lendemain matin, Chloé est entrée dans Dubois Couture, la tête basse. L'air à l'intérieur sentait le tissu neuf et une fine couche de poussière. Les vêtements de créateur suspendus au portant lui semblaient lourds et informes. Derrière le comptoir se tenait madame Leclerc, une femme d'une cinquantaine d'années au visage doux, qui travaillait pour ses parents depuis plus de 20 ans. Elle a dit avec un sourire chaleureux et gentil: « Bonjour Chloé, votre mère m'a appelée. Ne vous inquiétez de rien, je vais tout vous apprendre. » Chloé avait envie de pleurer, tout lui apprendre. Quoi? Comment servir les gens? Comment garder un faux sourire sur son visage toute la journée? Sa mère lui a donné une instruction brève et froide. « Madame Leclerc vous expliquera tout. Écoutez-la. Vous n'êtes pas la fille de la patronne ici, vous êtes une stagiaire. » Puis elle est partie pour l'hôpital, laissant Chloé seule dans ce monde étrange, se sentant complètement perdue, dépouillée de son identité et profondément humiliée. Le glamour et les paillettes avaient été remplacés par l'odeur de la naphtaline et la froide réalité d'un travail qu'elle méprisait déjà. La première semaine a été une forme de torture. Chloé ne connaissait pas le stock, se trompait constamment dans les tableaux de taille et ne trouvait rien dans l'immense réserve. Les clientes l'agaçaient, elle sentait leur regard sur elle, la jugeant, et quelques-unes l'ont même clairement reconnue de la tristement célèbre vidéo du mariage qui était devenue virale. Un après-midi, une femme bruyante et exigeante est entrée dans la boutique, demandant quelque chose de spectaculaire pour rendre son ex-mari jaloux. Chloé a regardé la silhouette corpulente de la femme avec un sentiment de dédain à peine dissimulé et a sorti machinalement des tenues les unes après les autres, sans aucun enthousiasme. La cliente s'est exclamée: « Excusez-moi, mademoiselle, mais on dirait que vous me faites une faveur en étant ici. Appelez quelqu'un d'autre. » Madame Leclerc a dû intervenir pour calmer la situation. Cette nuit-là, en pliant des vêtements dans la réserve, Chloé a pleuré silencieusement de frustration et d'épuisement total. Elle n'avait jamais imaginé que travailler avec des gens pouvait être si drainant émotionnellement. Chaque interaction était un rappel de la profondeur de sa chute. Mais madame Leclerc s'est avérée être une enseignante sage et patiente. Elle n'a jamais réprimandé Chloé pour ses erreurs. Au lieu de cela, elle l'a corrigée doucement et partageait les secrets du métier. Elle disait de sa voix calme: « Vous ne vendez pas seulement un vêtement, ma petite. Vous vendez à une femme un morceau de sa confiance en elle. Chaque personne qui franchit cette porte veut se sentir belle, peu importe le chiffre sur la balance. » Lentement et à contre-cœur,
Chloé a commencé à écouter. Elle a mémorisé tous les produits. Elle a appris à évaluer la morphologie et la taille d'une femme d'un seul coup d'œil. Et plus important encore, elle a commencé à remarquer le changement subtil dans l'expression d'une cliente lorsqu'elle trouvait une tenue qui lui allait vraiment et la mettait en valeur. Une lumière s'allumait dans ses yeux et ses épaules se redressaient. Pour la première fois, Chloé a ressenti un aperçu de quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction dans le travail. C'était une sensation étrange et déroutante, mais pas entièrement désagréable. C'était le premier rayon de lumière dans ces ténèbres. Un jour, une jeune fille est entrée dans la boutique. Elle était ronde et terriblement timide, les yeux rivés au sol. Elle cherchait une robe pour son premier rendez-vous amoureux et était au bord des larmes, convaincue que rien ne lui irait bien. À cet instant, Chloé a vu le reflet de ses propres sentiments de honte et de désespoir. Quelque chose a basculé en elle. Elle a passé les 2 heures suivantes avec la jeune fille, non pas comme une vendeuse, mais comme la styliste pour laquelle elle avait été formée. Elle a soigneusement sélectionné des vêtements, lui a montré comment utiliser les accessoires et a créé un look à la fois élégant et flatteur. Elle a trouvé la robe parfaite, une qui dissimulait les insécurités de la jeune fille et mettait en valeur ses meilleurs atouts. La jeune fille s'est regardée dans le miroir, les yeux écarquillés d'incrédulité. Elle a murmuré, la voix chargée d'émotion, « Merci, merci beaucoup ». Elle est sortie de la boutique en rayonnant de bonheur, et Chloé a enfin compris ce que madame Leclerc voulait dire. Elle n'avait pas vendu une robe, elle avait donné à quelqu'un un petit morceau de joie, une petite dose d'estime de soi. Cette rencontre a été un tournant. Un changement profond a commencé à prendre racine en Chloé. Elle a cessé de s'apitoyer sur son sort et a commencé à voir un but dans sa nouvelle et humble existence. Elle s'est souvenue de sa formation coûteuse en stylisme. Elle a commencé à utiliser ses compétences, redessinant les vitrines et créant des looks stylés et sophistiqués sur les mannequins qui présentaient les vêtements sous leur meilleur jour. De sa propre initiative, elle a créé un compte Instagram pour la boutique. Elle ne se contentait pas de poster des photos de vêtements. Elle créait du contenu. Elle donnait des conseils de style pour différentes morphologies, montrait comment une pièce polyvalente pouvait être portée de plusieurs façons, et écrivait des légendes sur la positivité corporelle et l'amour de soi. Lentement, de nouvelles clientes ont commencé à arriver, attirées par la nouvelle présence en ligne de la boutique. Elle demandait Chloé par son nom. Pour la première fois depuis très longtemps, les ventes ont commencé à augmenter, lentement mais sûrement. La boutique, qui avait été sa prison, devenait maintenant son projet de rédemption. Elle passait son unique jour de congé de la semaine à l'hôpital avec son père. Il ne pouvait toujours pas parler, mais elle voyait une lueur de chaleur dans ses yeux chaque fois qu'elle entrait dans la chambre. Elle restait assise avec lui pendant des heures, lui lisant le journal, lui parlant de la boutique, de ses petites victoires et des choses amusantes que les clientes disaient. Elle a appris à faire des massages de physiothérapie et à le nourrir patiemment. Un puits profond d'empathie dont elle ignorait l'existence s'était ouvert en elle. Elle voyait l'épuisement extrême de sa mère et faisait de son mieux pour l'aider, prenant en charge les tâches ménagères et la gestion de la boutique pour que Martine puisse se reposer. Le fossé qui s'était creusé entre elles après le mariage commençait à se combler. Elles étaient une équipe, unie par leur épreuve commune et un espoir fragile de guérison pour Jean-Pierre. Chloé grandissait. La douleur et l'épreuve effaçaient son sentiment de privilège et son égoïsme, révélant une personne plus forte et plus résiliente en dessous. Quelques mois de plus passèrent. C'était un soir de novembre froid et gris, et la boutique était calme. Chloé et madame Leclerc déballaient une nouvelle livraison de manteaux d'hiver. La sonnette de la porte a retenti, et une femme élégante aux cheveux argentés est entrée, vêtue d'un tailleur impeccable et d'un châle raffiné. Elle se déplaçait avec une dignité et une grâce tranquille qui inspiraient immédiatement le respect. Elle a dit avec un sourire chaleureux « Bonjour ». Chloé a répondu, son côté professionnel prenant le dessus « Bonjour madame, comment puis-je vous aider ?» La femme a dit « Je cherche une tenue spéciale. Mon unique petit-fils se marie bientôt.
Je veux être la plus élégante possible. » Sa voix était douce et mélodieuse, et ses yeux brillaient d'une intelligence amicale. Chloé a ressenti une sympathie immédiate et inexplicable pour elle. Il y avait quelque chose dans son attitude qui lui rappelait la noblesse du vieux Paris, une classe qui ne pouvait pas être achetée avec de l'argent. Elle représentait un monde que Chloé avait connu, mais qu'elle voyait maintenant sous un angle complètement différent. « Bien sûr, je suis certaine que nous pouvons trouver la pièce parfaite pour vous. Avez-vous une couleur ou un style particulier en tête ?» a dit Chloé en la guidant vers le showroom principal. La femme était une interlocutrice charmante. Pendant que Chloé sortait différentes options, elle parlait avec tendresse de son petit-fils. « C'est un garçon merveilleux, si travailleur et si gentil. Il a enfin trouvé l'amour de sa vie, bien que je n'ai pas encore rencontré la future mariée. Vous voyez, je n'habite pas en ville. Je suis venue spécialement de Lyon pour le mariage. Mon fils me dit qu'elle vient d'une très bonne, très riche famille. » Une pointe douloureuse a traversé le cœur de Chloé à la mention d'une famille riche, un fantôme de sa vie passée, mais elle a refoulé ce sentiment, se concentrant entièrement sur son travail, déterminée à aider cette femme charmante à trouver sa tenue idéale. Chaque mot de la femme était un écho de ce qu'elle avait désiré et perdu, une torture subtile qu'elle ne pouvait pas montrer. C'était un test de son nouveau professionnalisme. Après près d'une heure à essayer différents styles, elles l'ont trouvée, une magnifique robe en velours bleu nuit qui tombait sur la femme comme si elle avait été faite sur mesure pour elle. Son visage s'est illuminé lorsqu'elle s'est vue dans le miroir. Elle a dit, sa gratitude réelle et sincère, « Ma petite, vous êtes une magicienne. J'avais perdu espoir de trouver quelque chose d'aussi beau. » Elle s'est dirigée vers le comptoir pendant que Chloé commençait à plier soigneusement la robe dans une housse de protection. La femme a continué à parler comme pour elle-même. « C'est une telle joie, le mariage d'un petit-fils. Je suis si heureuse pour lui. Il a tellement souffert. Il a eu une très mauvaise expérience une fois. Il est tombé amoureux d'une jeune fille qui, eh bien, ne s'est pas avérée être ce qu'il pensait. Il a dû monter toute une mise en scène juste pour voir sa vraie nature. Mon pauvre garçon a eu le cœur brisé. » Les mains de Chloé se sont figées en entendant les mots de la femme. Le monde autour d'elle semblait ralentir, chaque syllabe résonnant dans ses oreilles avec le poids du plomb. D'une voix à peine audible, Chloé a demandé, espérant que cela sonnerait comme une curiosité désinvolte. « Une mise en scène ?» Un pressentiment horrible a commencé à battre dans sa poitrine. La femme a soupiré et a hoché la tête doucement. Oui, il lui a dit qu'il n'était qu'un pauvre mécanicien. Il est arrivé à son propre mariage dans une vieille voiture déglinguée. Pouvez-vous imaginer, mon petit-fils, qui gère un empire immobilier de plusieurs milliards avec son père. Il a fait ça parce qu'un de ses partenaires commerciaux avait entendu la fille se vanter auprès de ses amis qu'elle épousait un riche imbécile alors qu'elle était toujours amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors ils ont décidé de découvrir la vérité. C'était cruel, je suppose, mais il voulait un amour véritable, pas un accord commercial. Chloé a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, une mise en scène, un empire immobilier. Toutes les pièces éparses et douloureuses de son passé se sont soudainement assemblées, formant une image si monstrueuse qu'elle a eu envie de crier. Le puzzle de sa ruine était complet. Lentement, elle a levé les yeux pour croiser le regard de la femme douce. Chloé a demandé, sentant ses lèvres engourdies, « Comment s'appelle votre petit-fils » Chaque cellule de son corps hurlait de ne pas demander, de ne pas connaître la réponse, mais la question est sortie quand même, poussée par un besoin masochiste de confirmation. La femme a répondu, son visage rayonnant de fierté, « Alexandre, mon cher Alexandre. » Chloé est restée figée, fixant un point sur le mur derrière le comptoir. C'est sa grand-mère, la grand-mère d'Alexandre. Il n'a jamais été pauvre. Il était le prince dont elle avait toujours rêvé. Il était encore plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et elle avait échoué à son test de la manière la plus dramatique et la plus publique possible. Elle avait de ses propres mains détruit son bonheur, amené la ruine sur sa famille et mis son père sur un lit d'hôpital. Le menteur, ce n'était pas lui,
C'était elle. Elle était la menteuse quand elle disait qu'elle l'aimait, car ce qu'elle aimait vraiment, c'était l'argent et le statut qu'elle avait cru, à tort, être sur le point de perdre. La femme, inconsciente de la dévastation émotionnelle qu'elle venait de provoquer, a payé la robe avec une carte de crédit noire sans limite. « Merci encore, ma petite. Vous avez été d'une grande aide. Je vous souhaite le meilleur, à vous et à votre belle boutique. » Elle a pris la housse, a adressé un dernier sourire chaleureux à Chloé et est sortie par la porte. Chloé est restée derrière le comptoir, immobile, comme une statue de glace. Tout le poids de ses actions s'est abattu sur elle. Elle n'avait pas seulement perdu un riche fiancé, elle avait perdu sa seule chance d'un avenir authentique parce qu'elle avait prouvé qu'elle était exactement ce qu'il soupçonnait, superficielle, avide et matérialiste. Et dans la plus cruelle des ironies, elle venait de vendre une robe à la grand-mère du marié pour le mariage de l'homme qui aurait dû être son mari. Le sarcasme était si amer, si écrasant, qu'il lui a coupé le souffle et l'a laissée vide, creuse à l'intérieur, une coquille de remords. L'univers se moquait d'elle. Quand madame Leclerc est revenue de la réserve, elle a trouvé Chloé livide, les yeux écarquillés, avec une expression vide et horrifiée. Elle s'est précipitée vers elle en disant « Chloé, ma petite, que s'est-il passé? On dirait que tu as vu un fantôme. » Chloé s'est tournée lentement vers elle, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues pâles. Mais ce n'étaient pas les larmes d'apitoiement qu'elle avait pleurées pendant des mois. C'étaient des larmes brûlantes, qui déchiraient l'âme, des larmes de remords. Elle a dit d'une voix rauque « Rien, madame Leclerc, je viens de réaliser la taille de l'erreur impardonnable que j'ai commise. » À cet instant, sa transformation était complète. Elle a enfin compris que la vie venait de lui enseigner la leçon la plus dure mais la plus nécessaire. C'était une leçon qu'elle porterait avec elle pour le reste de ses jours. La douleur de la vérité était insupportable, mais elle était aussi libératrice. Il n'y avait plus d'excuses, plus de blâme à rejeter sur les autres, juste la réalité froide et dure de son propre échec moral. Elle était l'architecte de sa propre misère. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Son père se remettrait-il complètement? Parviendrait-elle à sauver l'entreprise familiale du bord de la faillite? Trouverait-elle un jour son propre bonheur? Les réponses étaient incertaines. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue, elle ne serait plus jamais la fille naïve et arrogante qu'elle avait été. Cette version de Chloé Dubois était morte dans le hall de cet hôtel de luxe. Maintenant, debout dans cette modeste boutique, entourée de vêtements pour des femmes ordinaires, une nouvelle Chloé naissait. Une femme qui avait appris la vraie valeur de l'argent, du travail acharné, de l'amour et surtout du caractère. Le chemin à parcourir serait long et difficile, mais pour la première fois de sa vie, elle était prête à le parcourir avec honnêteté et humilité, sans dépendre d'un prince de conte de fées ou de la fortune de quelqu'un d'autre. La faiblesse avait été remplacée par une force qu'elle ne savait pas posséder, une force forgée dans le feu de l'humiliation et du regret. Ce soir-là, en fermant la boutique, elle a vu son reflet dans la vitre sombre de la porte d'entrée. Une jeune femme fatiguée, aux yeux graves, la regardait. L'arrogance et la vacuité avaient disparu, remplacées par une force tranquille faite de douleur et de sagesse. Une lente flamme d'espoir a vacillé en elle. Elle a pris son téléphone et, de manière décisive, a supprimé son compte Instagram personnel, effaçant chaque photo de son ancienne vie, les dîners coûteux, les fêtes glamour, les photos avec Alexandre. C'était une vie qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Puis, elle a ouvert le compte de la boutique et a écrit un nouveau post. Il ne s'agissait pas d'une promotion ou d'une nouvelle robe. C'était une réflexion brève et poignante sur la différence entre paraître belle et être belle, et un rappel que le vrai style n'a rien à voir avec la taille d'une robe ou le solde d'un compte en banque. C'était une déclaration de ses nouvelles valeurs, un manifeste silencieux de sa nouvelle vie. Quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé sa mère dans la cuisine, pleurant silencieusement sur une vieille photo d'elle et de Jean-Pierre, à une époque plus heureuse. Chloé n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement approchée d'elle par derrière et l'a serrée dans ses bras. Elle a dit, avec une détermination nouvelle et ferme, « Maman, on va s'en sortir. Je suis là. On va traverser ça.
ensemble. Pour la première fois depuis des mois, Martine s'est laissée aller dans l'étreinte et elles se sont tenues l'une contre l'autre, deux femmes portant un fardeau immense, mais qui n'étaient plus seules. Dans cette cuisine silencieuse, Chloé a réalisé que sa véritable fondation, la source de sa vraie force, n'était pas un mari riche, mais les deux personnes qu'elle avait failli perdre à cause de son orgueil stupide. L'amour de sa famille était son seul trésor restant, et elle comprenait maintenant que c'était la seule chose qui avait toujours vraiment compté. C'était la seule fortune qu'elle devait reconstruire. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant et la maladie. Son père dormait. Chloé s'est assise sur la chaise à côté de son lit et a pris sa main chaude et inerte dans les siennes. Elle a murmuré, les mots coincés dans sa gorge. « Papa, pardonne-moi, j'ai été une idiote. Mais je comprends maintenant. Je vais tout arranger, je te le promets. S'il te plaît, reméfie-toi. » Elle ne savait pas s'il pouvait l'entendre, mais elle avait besoin de le dire. Elle est restée avec lui un peu plus longtemps avant de rentrer chez elle pour quelques heures de sommeil agité. Une nouvelle vie s'étendait devant elle, une vie radicalement différente de celle dont elle avait rêvé. Ce serait une vie de lutte, de sacrifice et de travail sans fin, mais ce serait sa propre vie, une vie honnête, une vie vraie. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour elle pourrait se pardonner et trouver un moyen d'être vraiment heureuse. Le chemin vers la rédemption était long, mais c'était le seul chemin qu'elle voulait maintenant emprunter. Le voyage de retour vers elle-même ne faisait que commencer. Et c'est ainsi que les masques finissent toujours par tomber. Le test cruel d'Alexandre a révélé une vérité que Chloé se cachait même à elle-même. Son monde, construit sur une illusion fragile de statut et de richesse, s'est effondré, emportant avec lui la santé de son père et la sécurité de sa famille. Le rebondissement final n'est pas que le marié était secrètement milliardaire, c'est que la mariée était précisément la personne qu'il craignait qu'elle soit. Les conséquences de ce jour ont été dévastatrices, un effet domino de perte et de douleur, mais c'est en touchant le fond qu'elle a été forcée de renaître. Elle a trouvé la force de reconstruire sa vie sur de nouvelles fondations de caractère et d'intégrité en traversant l'enfer qu'elle avait elle-même créé. Cette histoire nous enseigne que le test ultime n'est pas celui de l'argent, c'est celui de l'humanité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à la place de Chloé ?